Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de la souffrance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron, cher Macron, cher Macron. Et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi
largement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Salut Bajned, c'est la revue de presse du monde moderne. Eh oui, une petite intro pour vous faire plaisir. Avant de commencer, j'ai partagé dans le chat un lien important, c'est le Patreon de Bob Le Grutier. C'est un modernos historique. On avait fait un live avec lui depuis la cabine de sa grue où il nous avait montré comment encastrer une voiture sur une autre. C'était assez génial. Eh bien, figurez-vous qu'il aime les chats lui aussi et qu'il a une cagnotte que je mets en ligne tout de suite, Patreon, pour pouvoir nourrir ses chats, l'hôtel des chats. Alors n'hésitez pas si vous avez de quoi aider Bob, c'est ce matin ou jamais. Voilà, il m'a demandé de partager le lien, il est là. N'hésitez pas, sinon c'est sur son Twitter. Toujours pas de pull col roulé, décidément. Caramba, c'est-à-dire qu'il fait quand même 24 degrés, donc le col roulé, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça sert peut-être, oui, à dire qu'on est sage. On obéit bien à EcoWatt, Infoservice, Bison Futé de l'énergie, Emmanuel Macron tout rouge en col roulé, tout ça. Mais en fait, j'en ai rien à foutre. Et vous non plus, d'accord. Alors, c'est pas... Donc, Bob Le Grutier, si vous cherchez son Twitter, il est sous le nom de Harp Trucker, HARPTRUCKER. Et il y a le lien de son Patreon, c'est vraiment un mec en or. Donc voilà, si on peut lui filer un coup de main, ça sert à ça aussi, la communauté des modernos, pas juste à raconter des conneries tous les matins, même si ça fait du bien. Voilà. Allez, après ce message de service, il est nécessaire de vous parler bien de ce qu'on va dévoiler, enfin dévoiler, non, c'est un grand mot en réalité, des conneries qui étaient ce matin dans la presse. Alors, Bercy, Bruno Le Maire a sorti sa calculette et les Français devraient gagner en pouvoir d'achat, ça c'est formidable. Linky va pouvoir vous couper l'eau chaude. Eh oui, c'était un truc de complotisme. En fait, non, c'est vrai. Encore? Oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un Français qui gagne un prix Nobel de physique dans l'intrication quantique. Je n'essaierai pas de vous expliquer ce que c'est, mais ça va être compliqué. Un boost avec 800 recommandations, merci. Alors n'hésitez pas, vu que c'est le début de la revue de presse, à partager bien sûr le lien un maximum sur vos Twitch respectifs, vos réseaux sociaux, etc. À vous abonner, à nous suivre ici sur Twitch. Et puis à en parler, le bouche-oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. Et si jamais vous avez besoin d'un coup de pouce comme Bob, un message de service, n'hésitez pas, on va essayer de pousser des initiatives qui sont sympas, qui sont nécessaires, qui sont utiles, et puis d'aider des membres de notre communauté grandissante et heureuse, bienveillante, joyeuse, que dire d'autre, les modernos qui se reconnaissent soit avec l'élastique à chibre, ils sont partis, ça y est, vous allez les recevoir pour ceux qui les aient commandés, et le Bajned qui fait que nous disons bonjour d'une manière assez particulière dans cette communauté de Twitch. Voilà, donc après cette mise en jambe nécessaire, nous allons parler bien sûr de ELV, nous allons parler de la rentrée parlementaire, nous allons parler sobriété, nous allons parler
de la Tunisie, où la révolution s'est faite voler, et ça va pas mieux là-bas. Et de plein d'autres choses. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je réponds à une question que je choisis au hasard. Il est où BHL ? DTC, voilà, c'était la question. Merci. Non, une vraie question. Allez-y, je réponds à une question. Allez-y. Avant de commencer, on est 1000, je réponds à une question. L'idée, c'est d'être 2000 pour l'émission de cuisine. Ah oui, on va parler du cinéma français. Pourquoi cette cravate? Qu'est-ce qu'elle a, cette cravate? Parce que j'avais envie. Je vais vous faire toute ma collection de cravates tous les matins. Voilà. Bonjour, c'est le cinéma français. Pourquoi tu viens plus nous voir dans les salles? Bon alors, c'est une bonne situation journaliste. Ça dépend. Si vous êtes Christophe Barbier, oui. Si vous êtes moi, il y a des hauts et des bas. Et alors si vous êtes pigiste, non. C'est un métier de combat et si vous voulez le faire, il faut avaler des couleuvres ou bien vraiment être payé dans une précarité assez crasse. Donc non, c'est pas. Ça veut dire quoi, Bajned? C'était un tweet malheureux de Gérard Larcher. Voilà, tweet de poche. Allez-y, double nœud, c'est plus joli. Non, j'aime pas les double nœuds. Ça fait François Braun. Il a des cravates dégueulasses, François Braun, avec des nœuds comme as. Je mets un peu le roulé quand il fera froid, parce que le col roulé à 23 degrés, c'est pas mon truc. Ouais, parce que Macron, quand il met son col roulé, eh ben, c'est déconnant, mais il fait 23 degrés en vrai. Donc ça n'a aucun sens. Et du coup, il est tout rouge et il sue. On fait quoi avec Colère et Dupond-Moretti? Moi, j'ai bien une idée, mais je ne sais pas si ça respecte les standards de la communauté. Il sud. Alexis Colère risque rien, puisqu'il est au pouvoir. Il y aura peut-être un procès dans 30 ans où on dira « Ah, quand même, hein, vous avez abusé !» Regardez, Nicolas Sarkozy est toujours là à donner des leçons à la droite. On va en parler aussi dans la revue de presse. Allez, c'est parti. Je vois que vous êtes nombreux et impatients. Nous allons donc nous plonger dans la presse oligarchique, comme nous le faisons chaque matin à 9h ou presque dans cette revue de presse formidable qui s'appelle la revue de presse du monde moderne. Regardez, on a même un petit BHL décoratif, si jamais ça vous plaît. Non, on peut le laisser. Le monde part en vrille. Oui, le monde part assez en vrille, globalement. C'est assez... mais c'est pas nouveau, hein, voilà. Alors, aujourd'hui en France, Le Parisien, journal qui appartient à Bernard Arnault, la fin de l'écriture manuscrite. Enquête. Et oui, il y a des pays qui abandonnent progressivement l'écriture manuscrite, notamment les États-Unis, où 15% des Américains avouent n'avoir jamais écrit quasiment à la main. Voilà. Donc, et 40% qui disent ne pas avoir écrit de lettres pendant les 5 dernières années. Et donc, attention, parce que l'écriture manuscrite, elle est ultra importante pour l'apprentissage notamment. Des études montrent le lien entre le geste graphique et la compréhension. Tracer la lettre crée un chemin d'appropriation dans le cerveau. Et je rajouterais que apprendre avec un masque, ça a fait du mal aussi aux enfants qui apprenaient à lire et à écrire, puisque sans voir non plus le mouvement des lèvres, c'était pas évident. Donc voilà. Et donc ne pas lâcher l'écrit, même si ça crispe un peu les doigts. En parlant de crispation, à l'Assemblée, Bayou et Rousseau s'ignorent. Alors, Sandrine Rousseau, c'est le signe du vagin. C'était dans les manifs féministes des années 70. Donc voilà, vous pouvez le faire avec moi. Voilà, attention. Femme, vie, liberté, lumière, par le pouvoir de la fouffe ancestrale. Je détiens la force toute puissante. Bon, ça, c'est un peu Sandrine Rousseau avec les Verts. Et donc, Julien Bayou, lui, il lui a fait t'es allé un peu loin. Moi aussi, j'ai eu un truc ancestral. Donc, c'est le niveau de la politique en ce moment en France. Aurore Berger est montée au créneau en faisant une diatribe de plus de 4 minutes. Je ne vais pas vous la mettre, mais c'est assez dingue. Où elle explique que oui, quand même, si vous êtes giflé, il faut aller voir la police. Alors, elle s'est fait ovationner par tous les groupes des marcheurs blancs renaissants, je ne sais plus comment ils s'appellent. La France Insoumise était outrée. Aurore Berger avait son petit sourire, genre j'ai bien foutu la merde, je suis bien contente, ouais. Tout ça, on s'en fout, les gars. Il est question de 3 000 milliards de dettes, il est question d'une potentielle guerre thermonucléaire, il est question de Français qui ne vont pas pouvoir se chauffer ni manger cet hiver. Alors vous nous faites chier avec vos débats qui servent à rien. Voilà. Excusez-moi. Maëva Guénam, plus beau vrai chien du monde. Ouais, fin du game. Merci la liche. Donc oui, on s'en fout. Mais eux, visiblement, ça les occupe. Alors que l'Assemblée soit devenue une cour de récré
avec des signes divers et variés. Alors, ça, tu as le droit de le faire. Hein. Ça, je crois que tu as le droit de le faire à l'Assemblée nationale. C'est un gros geste. C'est un vilain geste. Donc après, mais je ne sais plus qui le faisait de manière discrète comme ça. Genre, ouais, c'est ça, ouais, parle toujours. Et je crois qu'il y a déjà eu, il y a eu un salut nazi d'un député marcheur, hein, de La République En Marche. C'était pour critiquer hein, le FN. En tout cas, voilà, on est à un degré assez critique, voire létal, hein, de l'opposition politique. Il va falloir se bouger, les copains, parce que sinon, ça sert à rien. Hein, entre LR qui dit « Oh ben non, nous, on votera pas la motion de censure parce qu'on n'est pas là pour ça », au revoir, merci. Merci d'avoir joué avec nous. C'était donc Les Républicains, un parti qui n'existait, mais qui n'existe plus. Voilà, Castex aux 20h. Ah oui, il l'avait fait, c'est vrai, il l'avait fait. Mais lui, ça devait être un pari qu'il avait fait avec sa chargée de com, Maya Daboulos, qui est la copine d'un journaliste de France 2 et qui bossait chez Havas, quoi qu'elle est retournée chez Havas, je ne sais plus. Bon à savoir quand même, Emmanuel Macron qui a reçu Ursula von der Leyen hier, lundi soir il était avec Olaf Scholz, et hier soir il a dîné avec quelques grandes figures de la police de ces dernières décennies comme Robert Broussard, Charles Pellegrini ou Frédéric Pechnard pour discuter notamment du rôle de l'institution policière face aux nouvelles menaces, a indiqué l'Élysée. Cette rencontre a eu lieu alors que le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la police nationale défendent leur projet de réforme de la police judiciaire. Projet honteux puisque la PJ... La police judiciaire, c'est super important, c'est eux qui enquêtent sur les meurtres, enfin sur toutes les sales histoires possibles et imaginables, va devenir une sorte de police d'État, malheureusement, avec un comité central, avec toute une centralisation qui est voulue, hein, puisque derrière, c'est casser les contre-pouvoirs, casser les corps intermédiaires. Il faut s'élever contre ce projet de réforme dangereux de la police judiciaire qui en ferait peut-être une police politique à terme si on glissait encore plus loin dans le délire macroniste en col roulé. Voilà, donc attention, c'est l'URSS bien sûr, derrière ce profil peut-être la création d'une police politique, sachant qu'on est déjà fiché pour nos opinions politiques, religieuses, etc., et qu'on a beaucoup de petites fiches qui servent à rien, qui dorment dans les casiers du ministère de l'Intérieur. Alors, passons aux choses sérieuses. Quoi ? Les sarkozystes ne digèrent pas la sortie de Bruno Retailleau ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Non, parce que Nicolas Sarkozy, donc Retailleau a dit « Écoute, toi, t'es macroniste de Nico, donc ça va, c'est bien, t'as fait ton coming out. Maintenant, tu peux te casser, tu nous fais chier. » Bon, il n'a pas dit ça comme ça, mais bon, il l'a dit en termes politiques et discrets et délicats, comme ils font toujours. Eh bien, les sarkozystes ne sont pas du tout d'accord. Tu touches pas à Nico. Tu touches pas à Nico. Et d'ailleurs, pour signifier hein, le refus, je vais vous faire lecture d'un des livres de Nicolas Sarkozy, La France pour la vie, que j'ai acheté 1 € chez Emmaüs. 10 années de gestion de crise. Ce ne sont pas mes propos qui avaient déclenché la crise, mais un fait divers dramatique. 2 adolescents étaient morts électrocutés alors qu'ils étaient entrés dans un poste électrique à Clichy-sous-Bois. Des centaines, puis des milliers de véhicules furent incendiés chaque nuit durant 3 semaines, sans interruption. Bon, là, c'est quand il met des internet. Oh, regardez, il parle d'abondance. Je veux réaffirmer que l'abondance des normes est en soi une immense difficulté. Nul n'est censé ignorer la loi dans le Code civil qui pourrait aujourd'hui sérieusement affirmer qu'il y parvient. Personne, y compris les plus spécialisés. Voilà, c'est un super bouquin. En tout cas, du côté des sarkozystes, non, on tient bon à notre Nico. Il représente la France aux obsèques des chefs d'État étrangers parfois. Il sait encore, hein, tu peux le mettre sur la commode. Il a quand même gagné en 2007. Il a plein de copains. Il faut pas toucher à Nicolas. C'est interdit, ça. Interdit de toucher à Sarkozy. Si toi aussi tu veux être élu, tu ne peux pas toucher à Nicolas. Alors, et oui, une incompréhension demeure au sein du parti puisque le choix macroniste de Sarkozy quand même en a soufflé plus d'un. Voilà. Mais ceux qui tapent sur Sarkozy marchent sur des œufs. C'est un jeu dangereux parce qu'il reste une nostalgie de sa victoire en 2007. Est-ce que ces attaques ne peuvent pas revenir en boomerang ? S'interroge un parlementaire qui a pourtant rompu ses liens historiques avec le boss
le boss, mis en examen, statut de témoin assisté, l'affaire libyenne, l'affaire des écoutes, on compte plus le nombre d'affaires. C'est formidable, c'est le boss des affaires. Il faut laisser Nicolas Sarkozy loin de tout ça. Bon, jamais trop loin quand même. Hein. Ce mardi midi, eh bien hier, Nicolas Sarkozy avait déjeuné quand même avec le dernier président de LR, Christian Jacob. Il s'en passe des choses, hein, on s'en fout, mais alors il s'en passe des choses dans leur tête. Les mecs passent leur temps à déjeuner ou à dîner. Quand ils t'expliquent la valeur travail, tu sais que eux, leur boulot consiste globalement à se voir, à raconter de la merde sur les autres, à dîner, à déjeuner, et à préparer des plans de prise de pouvoir machiavéliques qui prennent des plombes, et nous, on les paye avec nos impôts. C'est formidable, ça s'appelle la politique. Bon. Bajned à ceux qui arrivent, bonjour à nouveau, c'est la revue de presse du monde moderne. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et puis à nous suivre. C'est toujours un plaisir de voir la communauté des modernos grandir et de nouveaux membres arriver dans ce bouillon de bienveillance qu'est la revue de presse quotidienne du monde moderne. Voilà, merci. La Bash Crew, Bash Creed, Bajned, on peut en faire des trucs. Alors... Allons-y. La Tunisie, à l'heure de la survie. La Tunisie, il faut savoir que, à nouveau, un jeune vendeur de fruits ambulant s'est suicidé puisque la police lui a confisqué son outil de travail. La dernière révolution tunisienne s'était passée parce que là aussi, un jeune vendeur s'était immolé par le feu. Il n'avait pas pu non plus subvenir aux besoins de sa famille. Les jeunes de Tunisie pensaient avoir une révolution devant eux. Ils se sont fait voler la révolution par les partis en présence. Malheureusement, c'est un peu toujours la même chose, toujours les mêmes manœuvres. Et voilà la Tunisie qui plonge avec l'idée de dire que la prochaine révolution sera celle des affamés, mais elle n'est pas encore pour demain. Le sucre est déjà rationné là-bas, par exemple, voilà, à Tunis. Rama, 42 ans, a pu acheter du sucre rationné à 2 kilos par personne. Quand je vois ça, je me dis que la Tunisie est tombée bien bas. C'est un pays qui méritait mieux. Voilà, quand vous voulez faire des révolutions citoyennes, attention, souvent il y a des mecs qui sont là pour les voler. C'est le cas au Liban, c'est le cas en Tunisie, ça a été le cas également en Algérie, un peu partout. C'est extrêmement compliqué et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop rêver du grand soir, même s'il faut espérer qu'un jour nous reprendrons le pouvoir, espérer qu'un jour tous ces gens qui nous maltraitent finiront à leur tour par comprendre ce que c'est que de ne pas boucler les fins de mois. Voilà. En tout cas, courage à nos amis tunisiens. 2 scénarios pour une hausse des tarifs. Ah bah ouais, c'est sympa, c'est la SNCF. La SNCF qui s'est dit, bon, ça coûte cher l'électricité pour faire rouler les trains quand même. Donc on va augmenter un peu les trains. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Très simple. Très très simple. Soit on augmente tous les trains, tout pareil, soit on augmente que les lignes à grande vitesse, avec les gens qui prennent de plus en plus de cartes d'abonnement, etc. De toute façon, cet automne, les prix vont augmenter, il n'y a pas le choix. C'est déjà un peu le cas. Bon, quand le train va coûter plus cher que l'avion, on va se poser une question aussi de pourquoi le train coûte si cher. Ah bah, c'est la concurrence, ça fait baisser les prix. Ah oui, puisque maintenant, il y a des trains italiens qui sont sur la ligne Lyon-Paris, par exemple. Alors, ça a fait baisser le prix, pour le moment, de quoi ? 3 € pour finalement en prendre 10 dans la gueule d'ici quelques années. Donc voilà, la directive rail européenne va foutre la merde également dans les transports. Il nous faudra sans doute 15 ans pour revenir sur « Ah, c'était une idée de merde, il faudrait quand même un grand réseau de transport national. » Oui, bah faisons-le maintenant, hein. Dis donc François Bayrou, t'es pas au commissaire au plan, là tu fais pas partie du CNR truc. Fais-nous un rapport sur le transport. Tu l'as déjà fait? Ah merde. Peut-être il l'a déjà fait, je sais pas. Oh. En tout cas, attendez-vous à voir les billets de train augmenter, mais pas que. Tout va augmenter, mais selon Bercy, avec sa calculette magique, on va gagner en pouvoir d'achat. Donc je ne sais pas comment, mais c'est génial. Ils sont géniaux quand même. Ah, ça c'est une nouvelle qui fait plaisir. Parce que oui, cet hiver, Enedis pourra couper l'eau chaude à distance, grâce à l'écouteur Linké. Et oui, la filiale d'EDF, c'est génial. Là, tu te dis, mais non, mais c'était un truc de conspi, on n'avait pas le droit de dire ça. Mais si, on peut tout à fait dire ça.
Voilà, elle va réduire certaines plages horaires d'heures creuses où l'électricité est moins chère afin d'éviter un surplus de consommation et limiter le risque de coupure. Ce sont les zones heures creuses. Voilà, donc c'est du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023. Une partie des 4,3 millions de clients ayant un abonnement heure pleine, heure creuse ne pourra plus chauffer son eau entre midi et 14h. Plus de ballon d'eau chaude, donc pas de douche entre midi et 14h. Donc attention, hein, voilà, ça va être compliqué. Merci Linky, merci Enedis. Linky qui a été vendu un peu comme l'injection Pfizer. Hein, tu étais quasiment obligé de mettre ta Linky. Attention, tu mets pas de Linky. Mais dis donc, t'es un gros enculé de pas mettre de Linky. C'est ça qui va nous aider à éviter les coupures. Oui, mais j'ai pas envie de mettre un Linky, monsieur. Et c'est pas obligatoire. Ah bon? Mais vous avez 3 ans pour mettre un Linky. Mais je ne veux pas mettre un Linky. Ce verre est dégueulasse. Changer la couleur et éventuellement je mettrai peut-être un Linky rouge. Linky rouge, Linky bleu, Linky vert. Parce que tu crois que Bernard Arnault il a des Linky dans ses châteaux? Évidemment que non. Ah, déjà il doit avoir des groupes électrogènes rien qu'à lui. Enfin bon bref. Oh là 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 là. Qui est content de ne pas avoir un Linky? Qui c'est qui a pas son Linky? Déjà le nom putain Linky. Hey Linky, tu peux me mettre l'eau chaude? Non. Linky, j'aimerais bien allumer les plaques, là. Non, impossible. Tu sais, ça va être Hal, comme dans le film... oh, putain, ce matin, je suis pas réveillé, c'est l'horreur. 2001, l'Odyssée de l'espace. Bonjour, Alexis, c'est ton compteur Linky. Je vais couper le chauffage pour ton bien. Non, Linky, il fait -2 dehors. Je coupe le chauffage, Alexis. Il faut dormir maintenant. Non, Linky, s'il te plaît. Au revoir. Linky. Et là, toi, t'essayes de le débrancher et lui, il t'envoie une charge, quoi. Non, mais ça va être un truc comme ça va être assez terrible. Donc, attention, la guerre des Linky va commencer. En fait, ils ne l'ont pas vu dans Terminator, mais c'est peut-être par les Linky que les machines vont commencer leur rébellion, quoi. Le compteur Linky qui parle, tu sais, quand ils vont commencer à le faire parler, où tu vas dire, il est relié à la domotique et que les mecs vont te filer des charges quand tu prends ton bain, des trucs, ça va être assez dingue, quoi. Ouais, Chucky, Linky, le compteur qui a une âme. Qu'est-ce que je fais avec ce compteur vert qui me regarde bizarre? Allô Enedis? Oui. Mon compteur Linky se rebelle, il refuse d'allumer l'électricité. Comment ça? Ben, c'est pas vous qui le gérez à distance? Ah non, il a pris son indépendance. Putain. C'est sûr, ça a moins de gueule qu'un Terminator, mais ça peut faire du mal, un Linky qui marche pas. Donc voilà, c'était complotiste, il y a de ça quoi. Allez, 3 mois, c'est maintenant officiel. Avec Linky, on te coupe l'eau chaude. Allez, au revoir, merci. Sinon, ça, c'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Bernard Arnault s'occupe de notre santé et il parle de nos repas dans 30 ans. Alors évidemment, il n'y aura plus de viande. Hein. Ouh, loulouloulou, dans 30 ans... Ceux qui mangent la viande, ce seront ceux qui auront le pass cannibale, qui auront le droit de manger les humains qui servent à rien. Parce que sinon, en réalité, il y aura des substituts végétaux à base de soja, d'amandes, des aliments séchés, hein, avec des techniques de conservation douce, voilà, des jus de fruits, bon ça, ok, des fruits et légumes de saison, hein, pas trop non plus, hein, donc beaucoup de choux, beaucoup de patates. Hein, on retourne finalement dans les... on retourne, ça c'est l'assiette de Jacou le Croquant quasiment. Hein. Céréales, légumineuses et soja. Alors, il n'y avait pas de soja à l'époque, hein, mais bon, sinon, céréales et légumineuses, c'était quand même la base, hein, le gruau. Voilà, donc une bonne assiette de gruau pour le croquant que tu es. Alors Manon, tu as fini ta journée de travail pour l'oligarchie? Tu as mangé ton bol de gruau? Oui, monsieur, oui. Eh ben, c'est bon pour la santé, figure-toi, et c'est bon pour la planète aussi. Oh, merci. Ça a quand même un goût de chiotte. Hein. Ah oui, mais c'est normal parce que c'est pas vraiment du gruau, en fait. C'est transformé, c'est de la transformation des eaux usées. Ah d'accord, ah, bah, c'est pratique. Ouais, bah, c'est pour sauver la planète aussi. Bah, merci beaucoup quand même. Voilà, et alors ce qui va être totalement remplacé ou vraiment en baisse, hein, ça va être la viande et les protéines animales, sauf bien sûr la viande humaine, comme je vous le disais. Consommation de viande divisée par 3. Voilà, les protéines animales ne représentaient plus que 49% du total. Fini le cacao, le café, les sucres, les fruits tropicaux, parce que le transport, ça coûte trop cher. Et puis, alors, tout ce qui est produits transformés, vous oubliez. Et ça, c'est pas plus mal quand on voit le mal que fait Nestlé avec ses produits issus de l'industrie agroalimentaire. Ça fait rêver. Hein, n'est-ce pas? Ça fait rêver. Alors, profitez des barbecues. Profitez des barbecues. Tant que vous pouvez encore faire cuire de la viande. Parce que bientôt, c'est fini.
Voilà. On est vraiment dingue. Soleil Vert se passe en 2022. Oui, ce film merveilleux avec Charlton Heston où on mange les humains qui choisissent eux-mêmes de se suicider puisque la Terre est en surpopulation, la chaleur est étouffante et c'est un monde où le corps humain est transformé en pilule, le Soylent, qui est ensuite donné à manger à tout le monde. Bon, je vous fais un spoil, mais tout le monde connaît le film. Voilà. Alors, ce qui manque là dans leur truc de repas dans 30 ans, c'est les insectes. Voilà. Ils mettent protéines bon marché, facile à conserver. Ils ont peut-être oublié les insectes dedans. Mais même Jacou le Croquant, je crois qu'il ne bouffait pas les sauterelles. Enfin voilà, c'est quand même assez merveilleux de voir que Bernard Arnault s'occupe de notre santé et nous prévient que dans 30 ans, vous boufferez de la merde, il n'y aura plus rien à manger. Voilà. Ça s'appelle le progrès. Ah, d'accord. Je ne voyais pas ça comme ça, moi, le progrès. On me parlait de voitures volantes, de bases lunaires. D'ailleurs, la fusée, elle n'a toujours pas décollé. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Bah, si. Et bah, il y a des tempêtes tropicales, il fait jour, il fait nuit, la Terre tourne, donc c'est compliqué. Artemis, elle s'appelle? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle n'a pas décollé encore. Et bien sûr, sabot en bois, vêtements en chanvre, coupe au bol, hein. Dents en moins, puisque les dentistes n'existeront plus, il n'y aura plus d'assurance santé, et tu cultiveras ton lopin de terre, et tu donneras 40% de ta récolte au seigneur du coin. Voilà, c'est le progrès. Et puis alors, pendant qu'on s'occupe de notre santé et de sauver la planète en nous faisant manger des légumineuses et un brouet au goût plus que douteux, eh bien figurez-vous que l'Arabie Saoudite a gagné les Jeux d'hiver des pays asiatiques. Et oui, c'est le projet fou de Riyad des Jeux d'hiver dans les sables saoudiens. C'est en 2029, donc c'est demain. Après la Coupe du Monde au Qatar, l'Arabie Saoudite vous offre les Jeux d'hiver. Bah pourquoi pas? Alors, pour vous dire combien on vous prend pour des cons quand même, parce que toi avec ton Linky, tu peux pas avoir d'eau chaude. Mais les Saoudiens, voilà leur magnifique projet. C'est de créer des pistes de ski en plein air dans le désert. Et oui, les précipitations sont rares, parce qu'il y a quand même quelques montagnes et des températures qui descendent en dessous de zéro l'hiver, ça c'est ce que promettent les promoteurs. Ces jeux posent un autre problème, la catastrophe écologique déjà dénoncée. Ils se dérouleront au cœur des monts du Sarawat, autour de Neom, qui est une nouvelle ville que veulent construire les Saoudiens, avec un projet qui s'appelle The Line. Vous allez voir, c'est proprement dingue, ils sont dingues, j'ai pas d'autres mots, mais nous, on sera en train de bouffer nos faillots pendant qu'eux, ils vont construire la ville du futur. Et alors, 2600 mètres d'altitude, le projet a un nom Trojena. Avec son lac artificiel, ses logements et centres commerciaux hyper luxueux, le complexe doit être inauguré en 2026. Ici, promettent les promoteurs, les températures descendent en dessous de zéro l'hiver. Le souci, c'est que les précipitations sont rares. Les Jeux se dérouleront donc sur de la neige artificielle. Trojena serait doté des infrastructures adéquates pour créer une atmosphère hivernale au cœur du désert, assurent les autorités locales. Allô les fous? Allô? Ça sert à rien, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux créer des virus modifiés en laboratoire. Non? Ah oui, tu veux le faire quand même, d'accord, bon, ok. Les déserts saoudiens seront bientôt un terrain de jeu pour les sports d'hiver, clame pour sa part l'OCA sans scrupule. L'Arabie Saoudite, selon un rapport de 2021 sur le tourisme en montagne, fait pourtant partie de la centaine de pays où il est impossible de skier en extérieur. Et alors? Eh bien, en 2029, il ne sera pourtant pas nécessaire de s'enfermer dans des congélateurs géants. Ouvertes à l'année, les pistes seront construites en plein air. Et oui, à renfort de canons à neige et engins de refroidissement super puissants. Et toi, t'es là avec ton Linky? Je peux me doucher là? Non, il y a les Saoudiens qui foutent de la neige là pour leur piste dans le désert. Ah, je suis con. Les Saoudiens évoquent l'utilisation de neige de culture, un procédé reproduisant les conditions en brumisant de l'eau sous pression. Alors bien sûr, MBS, le patron de l'Arabie Saoudite, promet un respect de l'environnement en redéfinissant le tourisme de montagne. Voilà. Avec son argent, reprend Christian Chesneau, il va s'offrir les meilleurs spécialistes qui nous expliqueront que les jeux sont zéro carbone. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, derrière Neom se cache un projet donc à 500 milliards de dollars, une ville qui doit sortir du sable à la fin de la décennie, 170 km, donc c'est 2 lignes en fait en métal,
de long, une superficie égale à celle de la Belgique, 26 500 km², 1 million d'habitants qui s'installeront dans cette cité sans voiture, équipée d'un réseau de transport souterrain à l'hydrogène, un projet pharaonique. La population a été évacuée manu militari selon le Financial Times. Il y a même un habitant qui a été abattu ces derniers jours par la police puisqu'il refusait de quitter son logement. Donc ça rigole pas, hein. Les journalistes, tu les découpes, les mecs qui veulent pas céder leur lopin de terre pour The Line, tu les butes, c'est normal, c'est comme ça. Alors évidemment, c'est dingue. Je vous montre la photo de The Line, ce projet délirant. C'est le truc que vous voyez se refléter où les yachts se reflètent en fait. Mais ça ressemble à ça en réalité. Alors attendez, il faut que je rezoome sur The Line. Voilà. C'est ce machin-là. Non. Voilà. Vous voyez, c'est ça là. Ce truc avec la ligne très bizarre. Donc ça va faire 170 km au milieu du désert. Et ils vont mettre 1 million de gogoles là au milieu. Avec, il y aura tous les influenceurs hein, qui seront là. Genre, bonjour mon chéri, je suis dans The Line, il fait super froid, on va aller skier. C'est super. Bon, je peux pas skier tout de suite parce que j'ai ma grosse bouche qui risque de geler et d'exploser. Mais ben, si vous voulez nous suivre, vous pouvez. Avec le code gros gogol, tu peux commander toi-même ton collagène et te le faire à la maison. Ça promet la ville du futur. Putain, à quand la chute? Je ne sais pas. Ah, puis l'aéroport de Pékin, la décroissance. Non mais, nous, on est en train ça me fait délirer en fait. Il t'explique que tu vas manger du gruau pour sauver la planète pendant que tu as l'autre moitié de la planète qui construit des aéroports, des villes du futur, des machins qu'on n'a rien à foutre. Qui fait de la neige dans le désert. Et toi, tu es là... Oui, mais tu comprends, c'est bien pour rien en fait. Faut arrêter les conneries, quoi. Et là, tu te dis que ça va bien. Quand il y a un titre comme ça dans le Parisien. Paul Pogba a recouru. Oh là, Paul Pogba a recouru. Ça veut dire que le marabout n'a pas marché. Non, bah non, c'est parce qu'en fait, il s'est fait opérer et donc il a repris l'exercice lundi. Hein. Il pourrait faire son retour dans 1 mois avec son club et retrouver l'équipe de France pour le mondial. Ok. Moi, je savais pas que Paul Pogba, il recourait plus. Mais là, il a recouru. Donc, tu dis Paul Pogba a recouru. Donc, prends ça le marabout. C'est toujours ça que les marabouts n'auront pas. Enfin, c'est impressionnant. Merci le Parisien. Merci pour cette franche tranche de rire et de camaraderie. Allez, on passe à un autre journal. C'est le Figaro. Le Figaro qui fait sa une sur le cinéma français. Non, ça c'est Libé. Mais on va en parler du cinéma français. Restez parce que, oh là là, ça chouine parce que plus personne va voir les films de merde. Et vous allez voir pourquoi. Et en fait, non, ils savent pas pourquoi, mais c'est compliqué. Là, ils font leur une sur l'école désemparée face aux vêtements islamiques. Et là, tu te dis, waouh. Entre Paul Pogba recouru, l'écriture manuscrite, c'est important. Le cinéma français, faut le sauver. Et on a un problème avec les abayas et les... Waouh. Bah, ça va bien en France. Parce que vous ne nous parlez pas de la dette abyssale, des faillites d'entreprises, de l'énergie trop chère, du fait qu'on ne va pas pouvoir se chauffer cet hiver, heureusement. Et on espère que l'hiver ne sera pas trop rude. Mais c'est impressionnant quand même. Alors, des pubs pour l'espace de santé sur mon live, mais bordel. C'est ça, tu choisis pas tes pubs en fait. Donc ils te mettent n'importe quoi. C'est proprement scandaleux. Je vais les virer, ces pubs. Tu disais quoi, Alexis, pendant la pub? Je disais qu'il fallait s'abonner. Non, je disais que Paul Pogba a recouru. Si vous avez raté ça, donc voilà, c'est une grosse nouvelle. Paul Pogba a recouru. Donc tu recours. Il a recouru. Alors, ça c'est Jean Dujardin qui joue dans septembre ou octobre ou novembre, je ne sais plus. Le nouveau film de Jiménez qu'avait fait Bac Nord. On en parle tout à l'heure. Oui, The Line, ça fait penser aussi à La Ville-Puits de l'Incal, de Mobius. Enfin, c'est vraiment, il s'inspire de l'existant pour créer un truc. Enfin, c'est des promoteurs, hein, ça ne veut pas dire que des gens vont y aller. Ça, c'est le Figaro, regardez, la menace des vêtements islamiques au lycée, hein, avec cette photo merveilleuse. Et oui, les jeunes filles s'habillent pour provoquer, ou bien parce qu'elles ont la pression du collectif, et elles viennent en abaya, en camis, en ce que vous voulez, et donc l'éducation nationale se dit, il y a un vrai problème, il faut qu'on fasse quelque chose quand même. Alors le Figaro saute dessus, évidemment, ça fait une nouvelle
On peut dire, regardez, c'est le grand remplacement, c'est la France qui tombe hein, aux mains des islamistes. Alors, les syndicats et les recteurs sont un peu moins ça. Nous ne voulons pas transformer en police du vêtement, mais nous voulons faire appliquer la loi. En juin, le ministre de l'Éducation a évoqué l'expérience et le bon sens des équipes pédagogiques et il a indiqué que quand on est ado, on aime provoquer. Qu'attendez-vous de plus de Pape Ndiaye? Rien, enfin pas grand-chose. Mais... Les chefs d'établissement ont l'habitude du dialogue avec les familles. Ils savent ce qu'est un adolescent. Il en existe tout un panel. Il y a ces élèves qui font de la provocation. Eh oui, avec leurs vêtements. Il y a ces jeunes filles qui subissent une pression sociale et qui, pour ne pas être embêtées dans leur quartier, trouvent plus confortable de porter une tenue couvrante. Elles ne sont pas nécessairement dans une démarche prosélyte et ne posent généralement pas de problème dans des établissements scolaires qui sont pour elles un espace de liberté. Il y a enfin un certain nombre de pratiques prosélytes. C'est celle-là que nous devons identifier. Le ministère affiche la laïcité comme une priorité, cette note en est la preuve, mais il nous faut des éléments pratiques pour savoir si une tenue couvrante est oui ou non une tenue religieuse. Ah oui, parce qu'entre un goth et un camis noir, enfin, tu sais, ça, des fois, tu vois, il peut y avoir des gros débats avec les CPE. Pour agir, les chefs d'établissement ont besoin d'être sécurisés. Sans cadre sécurisant, ils peuvent se mettre en danger ou laisser passer certaines choses. Se mettre en danger, parce que tu vas dire, oh, tu enlèves ça, c'est flippant. Hein. Donc voilà, le Figaro, c'est assez phénoménal. Tous nos secrétaires académiques nous ont remonté des cas dans les lycées. Et les pratiques prosélytes augmentent, parfois les collèges, dans des secteurs géographiques auxquels on ne pensait pas a priori. Nous attendons maintenant des éléments chiffrés à venir, mais là encore, il n'existe pas de cadrage clair. À partir de quel moment un proviseur ou un principal doit-il faire un signalement? Et voilà, donc ils font remonter systématiquement au directeur académique. Mais c'est un vrai problème pour le Figaro, et j'imagine que CNews va en faire une semaine sur son plateau. Mais c'est vrai que derrière, c'est pas tant le fait qu'il y ait des jeunes qui s'habillent pour provoquer ou parce qu'ils sont prosélytes, c'est qui fait du prosélytisme? Eh bien, c'est dans le Figaro, sur le net, ces influenceurs qui prêchent un islam radical et branché. Coucou! Pendant que les Iraniennes se battent pour enlever le voile, bah vous avez des influenceuses qui mettent le voile et qui sont très contentes d'en faire la promotion. Et ça, c'est sur YouTube, sur TikTok, partout. Ils enseignent les règles coraniques les plus strictes en version 2.0 avec le côté cool en même temps. Donc c'est vraiment génial, le 21e siècle, on va bouffer des insectes et c'est le grand retour de l'axe religieux qui va nous imposer de vivre selon des préceptes millénaires, historiques. Je trouve ça formidable, c'est dingue. Mais tout ça avec des réseaux sociaux qui vont censurer un nichon mais qui vont laisser passer tous les discours religieux possibles et imaginables. C'est formidable. Écoutez, je ne sais pas quoi dire. Moi, je suis quand même un peu paumé. Merci Dylan pour les abonnements communautaires. Merci à tous les nouveaux abonnés. Ah là là, ouais. Bah ouais, avec Linky, j'ai du Coran alternatif, c'est pas mal, ouais. Formidable, moi j'en ai ras le cul. Bah, c'est le Moyen-Âge. Non, le Moyen-Âge, je pense que c'était plus cool. Parce que t'étais pas fliqué comme ça. T'avais pas ton truc, ton téléphone qui te disait où t'étais. Tu pouvais tuer facilement quelqu'un et t'en tirer, c'était facile. Même faire disparaître un corps, je pense que c'était moins difficile qu'aujourd'hui. Puis t'avais tout le temps des guerres. Si tu voulais tuer des gens, c'était facile aussi. Enfin, je pense que le Moyen-Âge, il y avait un côté plus festif. Hein. Et puis regarde, t'arrivais, oh, brûlez-la, la sorcière, brûlez-la. Tu vois, il y avait ce côté catharsis. C'était dégueulasse, évidemment, mais tu vois, il y avait un côté plus proche de la connerie encore, peut-être, qui fait qu'aujourd'hui, là, on s'en décale, on crée des faux problèmes, on arrive à des trucs. Mais bon, c'est... Alors qu'on n'a pas changé, on reste des Romains au fond de nous. Espérance de vie de 33 ans Moyen-Âge, ça dépend, il y en a qui ont vécu quand même beaucoup plus vieux. Puis tu avais les armures, c'était classe. Puis tu pouvais te fringuer n'importe comment. Les mecs te disaient rien. Alors là, côté wokisme, ça y allait, quoi. Les coupes de cheveux, n'importe comment. Les couleurs, les machins. Non, c'était bien. Internet en 56K. Oui, il n'y avait pas Internet. Il y avait les moines copistes. Il y avait les universités, il y avait... tu pouvais même être à poil, ouais, tu pouvais ne pas manger, ne pas te fringuer, finir au cachot. C'était assez impressionnant. Il n'y avait pas Twitch, il n'y avait rien. Mais on y va quand même. On y retourne quand même globalement, mais avec TikTok. Imagine, et Henri IV qui fait sa petite choré en armure. C'est pas le Moyen-Âge, Henri IV. Et malheureusement, il y en a qui suivent. Aldebert le Gros qui fait sa choré en armure.
Je ne sais pas si Aldebert le Gros a existé, mais j'imagine. Puis c'est un chouette nom. Voilà. Fais-moi rire, bouffon. Avant que je ne te mange. Mangeons-le. Charlemagne. Bon, putain, j'ai eu une vision de Gérard Larcher en seigneur moyenâgeux. Oh putain. Tu sais, avec un chapeau comme ça, et avec un truc bouffant. Oh putain. Gérard le Gros. Non, c'est pas de la grossophobie. C'est simplement qu'il est gros, Gérard Larcher. Et c'est beau. Il est beau. Allez, on continue la jungle. Le prix Samuel Paty pour la liberté d'expression. Samuel Paty, c'est ce professeur d'histoire qui a été lâchement assassiné par un idiot islamiste qui lui a coupé la tête simplement parce qu'il avait fait un cours sur la laïcité. Eh bien, il y a un prix Samuel Paty qui a été mis en place pour la liberté d'expression. Voilà, il y a plusieurs écoles également qui ont pris le nom de ce professeur lâchement assassiné par un ignoble terroriste. Ça fera 2 ans, voilà, qu'il a été tué. Il était au Bois d'Eau, à Conflans-Sainte-Honorine. Et donc, 3 projets ont été distingués pour ce prix Samuel Paty. Et non, on ne va pas faire de blague, évidemment, puisque c'est pas drôle. Voilà, et c'est bien que sa mémoire soit honorée. Ah, ça, c'est un titre d'article où tu comprends pourquoi Macron en a rien à foutre des affaires. Colère et Dupond-Moretti, nouvelle cible des oppositions. Non. Le vrai titre, là, le Figaro, allô, c'est Colère et Dupond-Moretti, 2 corrompus à la tête du pouvoir. Mais non. Ah non. Ils sont juste cible des oppositions. Les mecs sont mis en examen. Il y en a un qui est ministre, l'autre qui est secrétaire général de l'Élysée. Dehors. Oust, on ne veut plus vous voir. D'ailleurs, c'est ce que disait le président de la République. Il voulait totalement refonder la politique, la République, etc. Donc là, ce titre d'article, il est fait pour que vous acceptiez que des corrompus soient au pouvoir. Et qu'ensuite, ils vous maltraitent. Et ça passe. Comme dirait Édouard Philippe. Et ça passe. Eh ben non, ça passe pas. D'ailleurs, tiens, on va écouter Macron candidat. Regardez. Pour ce qui est de la moralisation de la vie publique, elle est indispensable. Moi, je propose d'abord de supprimer les conflits d'intérêts. Comment on lutte contre les lobbies ? Bien d'abord en s'assurant qu'il n'y ait aucun parlementaire qui ait des fonctions de conseil ou soit rémunéré par des intérêts alors qu'il est en charge justement de faire la loi. Ensuite, de rendre public absolument tous les échanges avec des lobbies ou des représentants de lobbies qui sont tenus par des membres de cabinet ou des membres du gouvernement, comme d'autres démocraties le font. Ensuite, de rendre transparente la rémunération, en particulier des parlementaires. La totalité de la rémunération, qu'elle soit fiscalisée, comme tout un chacun d'ailleurs, et comme toutes celles et ceux qui nous écoutent. C'est une règle qui est saine. En clarifiant les règles d'emploi et en particulier en interdisant d'embaucher un membre de sa famille. Et donc en normalisant les règles de notre vie démocratique, en ayant de la probité au cœur justement de nos règles des fonctionnements. Je suis Emmanuel Macron. Oui, c'est même un clip de campagne d'Emmanuel Macron pour vous dire que je ne me moque pas de vous. Hein, c'était EM, partagez. Ouais, partagez le menteur, ce menteur compulsif, ce manipulateur, ce type qui est président. Alors je ne sais pas comment c'est possible qu'il ait été réélu, mais c'est toujours est-il que c'est arrivé. C'est formidable. Il nous parle de probité, il nous parle de machin, de trucs exemplaires. Il a fait tout l'inverse. En 5 ans, il a saccagé la France. 40 mise en examen autour du chef de l'État, son entourage le plus proche, c'est dans Mediapart, vous avez la galerie photo de ces gens-là, il y a trop d'affaires pour les résumer toutes en un, mais Thierry Solaire, par exemple, son conseiller qui est là, enfin bref, impressionnant l'affaire Benalla, où le moment où il parle de la République inaltérable, il a totalement altéré la République, c'est d'ailleurs pour ça qu'il parle de République inaltérable, c'est tout ce qu'il fait, saccager l'ordre public, saccager finalement l'État social et la République. Donc voilà, non, Colère et Dupond-Moretti ne sont pas cibles des oppositions, ils sont mis en examen. Et ça, c'est un vrai problème démocratique. Mais bon, si on est en démocratie, ça se saurait. Là, on est malheureusement dans une démocratie défaillante, et c'est rien de le dire. C'est terrible, terrible. Donc voilà, vous voyez, les mots de Macron, candidat en 2017. Une pensée émue quand même pour François Fillon. Parti trop tôt pour un emploi fictif et un costume. Parce qu'il aurait dû gagner en fait. C'était lui qui était mis en scène pour gagner. Et là, l'autre dit « Non, il va être chiant, Fillon. On le tient pas assez. » Alors que l'autre, là, il sert à rien. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Il est mignon comme tout en plus. Voilà. C'était un produit marketing de l'oligarchie, Macron.
Et ça ne fait que continuer et ça va empirer. Mondial de foot. La gauche milite pour l'écran noir. Alors la gauche milite pour l'écran noir. Donc je vous lis l'article. C'est les grandes villes qui, une à une, décident de ne pas mettre en place des espaces avec des grands écrans pour regarder ce moment où des joueurs de foot courent sur un terrain et pour taper dans une balle au Qatar, puisque plus de 6500 ouvriers seraient morts en construisant des stades, selon le Guardian. Et donc voilà ce qui se dit. C'est un article du Figaro. Alors c'est assez drôle parce que Paris évidemment est à la manœuvre. Attendez, il faut que je trouve. La mairie de Paris n'aura pas résisté longtemps. Lundi soir, quelques heures après l'appel au boycott de la Coupe du Monde dans l'espace public parisien, formulé par les écologistes de la capitale, la municipalité a suivi le mouvement. Ah, il n'y aura pas d'écran géant pour diffuser les matchs du prochain mondial du Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Ah bon? Pour nous, il n'a pas été question d'installer des zones de diffusion en raison des conditions de l'organisation de cette Coupe du Monde. Peut-être aussi en raison des conditions météo, peut-être aussi parce que sobriété énergétique oblige, hein. Pas d'écran géant, ça consomme trop. Alors, c'est Pierre Rabadan, l'adjoint chargé des sports. C'est un modèle de grands événements qu'on ne souhaite pas voir se pérenniser. Alors que Paris va faire les JO. Hein. C'est propre aussi, les JO. Une position qui ne manque pas de faire réagir. Ah oui, forcément. Alors que les liens entre la capitale et le Qatar, propriétaire du PSG depuis 2011, sont multiples. Je regrette que Madame Hidalgo puisse prendre des mesures alors qu'elle compte beaucoup sur l'image du PSG tout au long de l'année, a pesté le copropriétaire de l'AS Saint-Étienne, Bernard Cayazo, résident aux Émirats Arabes Unis à l'année, en marge du congrès des News Tank mardi. Il y a des mecs qui résident en Arabie Saoudite à l'année, comme par exemple Bernard Cayazo. Et c'est vrai que c'est totalement hypocrite, puisque le Qatar est propriétaire de je ne sais pas combien de clubs de foot, qu'ils ont investi dans le foot comme une arme de soft power pour promouvoir leur pays, leur régime, et se jouer des coudes contre les voisins saoudiens. Voilà. Régulièrement aperçue au Parc des Princes, la maire de Paris avait également validé l'allumage de la Tour Eiffel aux couleurs du PSG lors de l'arrivée de Neymar en 2017. Eh ouais, la Tour Eiffel, clic, clic. Un coup couleur de l'Ukraine, un coup couleur de je sais pas quoi, un coup couleur de... Ah, c'est la gastro. Un coup couleur du PSG parce que c'est Neymar qui arrive. Neymar qui soutient Bolsonaro. Ah on est bien là, la gauche. On est bien. Ce boycott veut dire qu'on n'en fera pas la promotion dans l'espace public. On ne dit pas qu'on est contre le PSG ou le Qatar, mais ce type d'événement, dans des conditions comme ça, a rectifié David Béliard, adjoint EELV à la mairie de Paris. Voilà. Martine Aubry a annoncé aussi samedi que la ville de Lille n'installera pas d'écran géant pour retransmettre le grand round mondial de cet hiver. Et elle a été suivie par Strasbourg, Bordeaux et le maire PS de Marseille. Voilà. Bon voilà, vous êtes prévenus. Il n'y aura pas de fan zone pour la Coupe du Monde cet hiver. Mais en même temps, comme c'est cet hiver, on n'a peut-être pas envie de se geler les couilles devant un écran géant pour regarder des matchs de foot, sachant que, c'est le foot, quoi. Paul Pogba a recouru. Hein, c'est quand même intéressant comme nouvelle parce qu'il n'avait pas recouru depuis longtemps. Mais là, il a recouru après son opération. Voilà. Non, ça, le foot, c'est la liesse populaire. Nous sommes presque 2000. Il suffit d'un petit boost pour que nous soyons 2000 ce matin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et une pensée à tous les fonctionnaires qui doivent supporter des hiérarchies qui font comme si de rien n'était. Ram Zakom, merci pour les 2 mois d'abonnement. N'hésitez pas, c'est maintenant ce stream de la revue de presse. Il est pour vous. Et si on est 2000 chaque jour pendant une semaine, il y aura l'émission culinaire moderne où nous ferons une recette particulière en votre compagnie. Voilà. Alors, et puis c'est mercredi, c'est le jour des enfants, c'est vrai. Et c'est la tartiflette aussi. Et c'est Kippour aussi. Bon Kippour alors. Darmanin reporte sa venue en Corse. Les nationalistes mettent la pression. Quoi ? Darmanin vient pas en Corse? Ouais. Ah ouais, mais il était attendu, mais il s'est dit ouloulou, les conditions pour un dialogue ne sont peut-être pas réunies. Et oui, simple report de quelques semaines ou véritable coup d'arrêt dans les discussions. C'était le communiqué de presse hier du ministère de l'Intérieur, évoque les conditions d'un débat serein qui ne sont pas réunies. C'est-à-dire que Darmanin a peur de se prendre des tomates, voire plus, si jamais il va en Corse, et on comprend. Donc il n'y va pas, évidemment. Le processus est fragilisé.
Voilà, il faut dire qu'une décision de justice a un peu crispé les relations. Le rejet par la Chambre de l'application des peines antiterroristes de la Cour d'appel de Paris d'une énième demande de semi-liberté de Pierre Alessandri, 64 ans, qui a été condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Érignac le 6 février 1998. Il était libérable depuis 2017, mais il est toujours en prison. Et là, évidemment, dans la foulée, les élus de l'Assemblée de Corse ont suspendu leurs travaux, ponctués par une prise de parole offensive de Gilles Simeoni, le président autonomiste de la région. Donc on sent bien que c'est tendu entre Paris et Ajaccio. La parole est plus dure du côté des indépendantistes, de Corée Infronte. Monsieur Darmanin allait venir pour quoi faire? Nous annoncer des bonnes nouvelles ou venir cristalliser les haines et les rancœurs? C'est Paul Félix Benedetti, élu à l'Assemblée de Corse. En l'état actuel, nous sommes dans la méfiance. On sent un comportement qui n'est pas clair. Le dialogue ne peut être constructif dans ces conditions. Si demain il y a une évolution, on réadaptera notre position. Ces manœuvres du gouvernement existent-elles parce que nous avons stoppé la rue? Peut-être. Et oui, parce qu'attention, jeunes vieux indépendantistes n'ont pas du tout les mêmes moyens d'action. Et les indépendantistes historiques ont calmé les mouvements de foule qu'il y a eu cette année. Donc il y a un peu un retour qu'ils attendaient de la part de Darmanin, mais pas vraiment. Il ne faut pas lâcher la mobilisation. Le combat des nationalistes a toujours été adossé à des revendications populaires. Voilà. Les services de renseignement, eux, de leur côté, redoutent une reprise des manifestations et des violences face à cette situation de blocage. Effectivement, c'est pas la venue de Darmanin qui changerait quoi que ce soit. Alors là, le Puy du Fou, c'est génial. Parce qu'ils ont une école. Ils ont la Puy du Fou Academy. C'est vrai. Un spectacle vivant au service de l'école pour un enseignement d'excellence, 5 heures par semaine dans une école particulière, la Puy du Fou Academy. On y apprend les arts équestres, les arts du spectacle, les machins. Et donc c'est un truc qui marche super bien. Ce Puy du Fou, alors évidemment, c'est pas forcément l'histoire. Il y a un projet d'internat, etc. Et puis tous les lundis matins, petits et grands, se réunissent pour chanter l'hymne du Puy du Fou, précise le directeur de l'établissement. Pour rendre cet instant encore plus émouvant, Marc de Massia, professeur de français et d'histoire au collège et au lycée, a mis en place un chœur composé de 60 chanteurs, dont 10 musiciens. Les jeunes sont vraiment motivés par ce projet. Leur soif d'apprendre me fascine. Voilà. Je suis puy-folaise depuis 2005. Je participe au spectacle bénévole de la Cinécénie. J'aime la créativité, la poésie et la rigueur du Puy du Fou. Quand j'ai su que le lycée ouvrait, j'ai immédiatement postulé. Voilà, donc c'était encore un coup du Puy du Fou. Ça n'arrête pas, c'est incroyable. C'est mieux que Disney, c'est le Puy du Fou. C'est ce qu'ils ont inventé, un peu trop strict quand même. Je sais pas à quoi ça va ressembler l'internat de la Puy du Fou Academy. J'attends l'émission de télé sur CNews. Ça risque d'arriver. Puy-Folaise. Ouais, je connaissais pas ça. Je suis Puy-Folaise. Le duc du Puy du Fou s'adresse à vous aujourd'hui depuis son palais ducal. Oh putain, c'est beau, c'est beau. On avait un autre projet, nous, mais qui n'a pas reçu les subventions de la région. C'était le Puy du Foutre, un grand parc de la Partouze qui devait être subventionné par la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais malheureusement, le Wauquiez n'était pas trop pour. Pourtant, on avait déjà tout écrit avec Antoine, c'était assez super. Hein. Il y avait des vieux châteaux, des donjons, il y avait plein de trucs, mais bon. Encore un beau projet qui ne verra pas le jour. Pourtant, c'était plus de 100 emplois qui étaient promis avec le Puy du Foutre. Alain Aspect, on passe quand même d'une blague graveleuse et terrible, et je m'en excuse, au prix Nobel de la Révolution quantique. Voilà. Alain Aspect, le Nobel de la Révolution quantique. Les Français ont été récupérés avec... récompensés, pardon. Excusez-moi, je suis content de ma blague de merde. On a le clip, on pourrait faire le clip oui, tout marche, tout est ouvert. Excusez-moi, je suis désolé, c'est la fatigue. Puis on n'est pas 2000, hein. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin, mais je pense qu'on est bloqué par l'algorithme, hein. C'est assez terrible. Mais enfin, oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'intrication quantique, hein, voilà. Alain Aspect, le Nobel de la Révolution quantique, le Français récompensé avec un Américain et un Autrichien pour des travaux fondamentaux qui vont ouvrir
la voie à des technologies de rupture, l'ordinateur quantique évidemment, la communication quantique, enfin c'est des calculs encore plus rapides, c'est une intelligence artificielle réelle puisqu'on en est loin. On passe du quantique du Puy du Fou à la révolution quantique d'Alain Aspect, 75 ans, et Nobel de physique français, bravo à lui, c'est plutôt pas mal. En tout cas, on peut plus héberger, Twitch l'a enlevé comme... Ah, c'est pour ça. Bah, mettez sur les autres réseaux, c'est pas grave. On va se démerder autrement. Bah, c'est pourquoi ils ont enlevé. Que pour nous, pour tout le monde. Je n'arrive pas à suivre la politique de la communauté. Pourtant, on est gentil, on est bienveillant, on fait tout comme il faut. On met une cravate, on s'habille, on dit pas de gros mots, enfin peu, enfin on essaye. Et ça va pas. Alors, l'ordinateur quantique, je ne sais pas s'il fonctionnera quand il sera obligé de fonctionner au charbon ou qu'il sera en carton. Hein, tout dépend du degré de cramage de carbone de l'ordinateur quantique. Hein. Si ça consomme trop d'électricité, Linky va le couper. Tu sais, t'imagines, tu as l'ordinateur quantique français, là, européen, qui est en train de calculer un truc de dingue. Et là, tu as Linky qui fait « c'est heure creuse !» Ah non, putain. Et là, tu as Léa Spa qui est là, qui essaye de redémarrer. « Linky, s'il te plaît ! Non, il faut pas que tu coupes !»« Bonjour Alain. Nous devons couper car c'est l'heure creuse. » « Non, 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 non !» Et là, pfiou, et le truc grille. Et tu fais « Merci Linky, merci !» Putain. Encore un gros mot. Mais ça risque d'arriver, ça, vous allez voir. C'est formidable. Non, mais on vit un monde formidable. L'État lance la renationalisation d'EDF. Il était temps. Que de temps perdu. Merci Jean-François Cirelli. Merci l'État. Merci l'État d'avoir foutu la merde pour maintenant dire qu'il fait ce truc super bien. Alors, c'est dans le Figaro. C'est 9,7 milliards d'euros que ça va nous coûter de notre poche pour permettre à l'électricien d'investir en dépit d'une lourde dette. Eh oui, eh oui. L'énergie est un secteur stratégique, donc ça suffit les conneries avec la finance et le marché. Autant investir avec nos impôts, mais alors ce coup-ci, vous ne nous faites pas le coup de « Ah non, on va privatiser après pour les copains ». Parce qu'évidemment, les actionnaires minoritaires s'estiment lésés. Ah bah oui. On est actionnaire, on a investi, nous, c'est pour avoir des sous. Non. Non. Ça suffit maintenant. C'est à nous, ça. Le barrage, la centrale, ça suffit. On ne se fait pas des sous là-dessus. Si, parce qu'on en a besoin pour en investir. Non. Tu rends les sous maintenant. Et oui, l'État a publié son offre publique d'achat simplifiée portant sur les 16% du capital de l'électricien qui sont encore cotés. C'est peu, hein, c'est déjà quasiment une entreprise publique, mais bon, ils ont été obligés de la rendre un peu privée pour Bruxelles. Et donc, le prix est fixé à 12 €, c'est rien. Hein. Le prix de l'action Twitter, c'est 56 $, je crois. Elon Musk va racheter Twitter, ça y est, c'est les mois total. Alors peut-être que Elon Musk achètera EDF plus tard, mais là, il achète d'abord Twitter. En tout cas, introduite en bourse fin 2005, au cours de 32 €. Super investissement. Donc 32, 12 €, t'as perdu 20 €, t'es content. L'État actionnaire, il n'y a rien de tel. Le titre ne valait plus que 8 €, donc ça va quand même mieux. 9,7 milliards que ça va nous coûter. Entre les problèmes de corrosion, l'extension de l'AREN, ce mécanisme de revente des mégawatts nucléaires à bas prix, donc l'arnaque totale, EDF risque de plonger dans le rouge cette année. Une dette qui dépasse 40 milliards d'euros fin 2001. Alors, cette renationalisation, ça va permettre de maintenir la notation financière d'EDF. Oui. Et oui, c'est pour pouvoir continuer d'emprunter à des taux corrects au moment où l'entreprise va se lancer dans un programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, notamment EPR, 6 EPR qui sont lancés, c'est-à-dire que la filière nucléaire reçoit un coup de boost avec cette renationalisation d'EDF. Alexa dit Alexis. Oui, je remets mon autre cravate également. Voilà. Ça va comme ça? C'est sur Amazon. Tout ça est sur Amazon. Voilà, le retour dans le giron public va clarifier la gouvernance de l'entreprise au moment où arrive un nouveau PDG, Luc Rémond, je vous en ai parlé, hein, c'est un mec qui est passé par Bank America, Merrill Lynch, qui a vendu Alstom à General Electric, donc un mec en or. Cela aura notamment pour effet de mettre fin au casse-tête consistant à concilier les objectifs de politique énergétique du gouvernement avec le respect des intérêts particuliers des actionnaires minoritaires. Ok. C'est une bonne nouvelle, oui. Mais c'est combien ça va nous coûter? Et attention à ce qu'ils ne reprivatisent pas dans quelques années quand ça se remettra à faire de la thune. Puisque en réalité, si on avait refusé le marché de l'énergie et ses règles débiles, on n'en serait pas là aujourd'hui. Également pour la maintenance des centrales. Et pendant que c'est la fin de l'abondance, Total Energy mise encore sur le pétrole en Ouganda et ne paye pas d'impôt sur les sociétés depuis 3 ans.
Ah ouais, c'est comme ça. Ils se sont bien démerdés, alors que les boîtes du CAC 40 ont quand même payé un peu. C'était dans les Échos ce matin. Ils ont un peu payé quand même. Voilà. Et pour les autoroutes, bah, il serait temps aussi. Oui. Allez, rends l'argent maintenant. Les autoroutes, ah là 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 là. Lionel Jospin, tout ça, c'était bien. Et puis sinon, comme l'Europe est endettée jusqu'à la mort et qu'elle ne sait plus quoi faire, ils sont en train de discuter d'affaire un nouvel emprunt commun. Hein, vu que, bah voilà, on parle de 191 milliards pour l'Italie, 35 milliards pour la Pologne, 5,8 milliards pour la Hongrie, bloqué pour le moment puisque Viktor Orban est très méchant. Et donc, selon Ursula von der Leyen, hein, évidemment. Et donc là, on se retrouve avec l'idée qu'il faut s'endetter plus puisqu'on est plein de dettes. Donc c'est une course en avant vers on ne sait pas quoi. Avec de l'argent magique, évidemment. Non, avec de l'argent des marchés, puisque comme ça, on décidera ensuite de dire, par exemple, à Meloni, si elle est élue en Italie, tu fais ce qu'on te demande, sinon tu peux plus emprunter, connasse. Ah bah d'accord. Qu'est-ce que vous me demandez? Eh ben tu flingues les retraites, le chômage, tu fais en sorte que les gens travaillent pour rien du tout, et si jamais ils gueulent, tu leur tapes sur la gueule. C'est clair? Oui. Très bien. Et ah oui, tu fais en sorte que l'électricité aussi soit coupée entre 14h et 16h. Et tu leur dis de mettre des cols roulés cet hiver. D'accord. Qui va rembourser? Personne, évidemment. On s'endette pour rembourser la dette. Donc, autant vous dire que cette chaîne de Ponzi finira mal, comme toutes les chaînes de Ponzi. Mais bon, ça mettra du temps vu que c'est les États, là. C'est pas Georges Madoff. Pourquoi Bercy table sur un rebond du pouvoir d'achat en 2023? Bah, parce que Bruno a une calculette magique. Ça, c'est les calculs de Bercy qui font que oui, le gouvernement s'attend à une nette hausse des salaires de 4,1% en 2023, après 3,6% en 2022. Sachant que l'inflation est à 7%, de toute façon, ça fait qu'on est ric-rac pour dire qu'on n'a pas perdu en pouvoir d'achat. Ce qui est faux, puisque tout augmente, que ce soit les loyers, l'électricité, les transports, tout augmente. Donc, de toute façon, en pouvoir d'achat réel, on a perdu. Et vous allez voir d'ailleurs, c'est assez marrant, quand on va parler du cinéma français, on va parler de l'inflation. Ils ont fait un graphique qui montre que l'euro a fait exploser les prix de tout. Ça, on n'avait pas le droit de le dire, mais c'est vrai, depuis l'euro, tout augmente. Et de manière stratosphérique. Et là, grâce à la calculette de Bruno, alors les Français, donc je calcule, donc 12 plus moins 4, et ben voilà. Plus 4 € par mois dans la poche des Français, de quoi qu'ils se plaignent. Et un pull col roulé offert pour tous ceux qui éteignent la télé quand c'est rouge, avec EcoWatt. C'est bien pour vous. C'est dingue, c'est du foutage de gueule. Mais bon, donc il table là-dessus, on verra en janvier. Bruno va fustiger. Aujourd'hui, normalement, Bruno fustige. Hein. Il a reçu les énergéticiens, il les reçoit à Bercy pour dire attention, attention Coco. Et puis on va parler du cinéma français maintenant. Alors partagez un max parce que je sais que le cinéma français ça pose beaucoup de questions entre tous les acteurs. François de Cluzet, bonjour monsieur le président. Tous les acteurs qui étaient là genre ah moi j'en ai marre des non vaccinés, ils ont qu'à se vacciner connard, qu'est-ce que c'est ça hein je sais plus qui c'était, si c'était Cadmerade ou non c'était Didier Bourdon. Ils ont qu'à crever. Ouais, plus tous les navets qui sont produits au kilomètre. Hein, c'est formidable. Donc là, novembre, la traque impitoyable. Et là, tu as Jean Dujardin avec Sandrine Kiberlin qui sont là, genre, t'as ton passe vaccinal? C'est ça la traque de novembre. Non, évidemment, c'est la traque sur les terroristes. Mais bon, là, tu peux te dire, peut-être qu'on a affaire à des mecs de l'ARS hein, qui sont là devant un soignant non vacciné. Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu refuses? C'est quoi ton problème? Cette scène est à couper au couteau, tu vois. François Cluzet, merci. J'ai dit François de Closet, mais n'importe quoi, c'est François Cluzet. Avec cette photo terrible où tu vois le courtisan dans toute sa veulerie. Il est comme ça devant le Prési-Roi, c'est dingue. Donc là, novembre, la traque impitoyable. Bonjour, ouais, je vais avoir un... Vous avez votre passe vaccinal? Non, mais je viens voir un film. Ah ouais, non, mais il faut mettre votre masque et votre passe. Ah oui, bah alors laissez tomber. Ciao. Du coup, bah évidemment, le cinéma français, oh là 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 là, la maison brûle et nous regardons Netflix. Bah oui, sur notre canapé, puisqu'on n'a pas besoin ni de passe ni de masque et on est bien mieux. Alors, c'est sûr, c'est pas l'expérience de salle obscure. Et c'est bien dommage parce que c'était bien les films, mais ça c'était avant. Et maintenant, dans la société
de l'immédiateté, de l'Instagrammeuse et de la TikTokeuse qui sert à rien. Un film, ça demande du temps, de l'argent aussi, le prix du ticket a explosé, et puis du talent. Et c'est vrai que les idées manquent, que le népotisme aussi fait que ce sont les fils d'eux qui font des films ou qui sont acteurs ou actrices, et ça se voit, c'est pas non plus les meilleurs. Et puis les idées, c'est tout le temps à peu près la même chose qui revient un peu sur le devant de la scène. Et donc la maison brûle et nous regardons Netflix. Alors, de voir ces grands bourgeois s'inquiéter sur le sort du 7e art, c'est un peu triste, mais regardez, les entrées n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant Covid. Millions d'entrées par mois, ça c'était en 2022 comparé à 2021-2020. Et puis le deuxième graphique, regardez, c'est le prix du billet qui augmente moins vite que l'inflation. Donc ce graphique est assez génial parce que, l'air de rien, Libé t'explique qu'il y a eu quand même une inflation énorme depuis 1990. Regardez. Inflation, si un produit coûtait 100 € en 1990, il coûte désormais 158 €, soit une hausse de 58%. Donc l'inflation, elle est endémique et c'est l'euro qui a poussé cette inflation, qu'on le veuille ou non, même si c'était l'argent, la monnaie unique qui devait nous protéger d'une inflation. Et le billet, lui, a moins augmenté. Il est passé de 4,8 € en 90 à 7 € en 2021, soit une hausse de 47%. Alors, je ne sais pas où ils ont vu 7 €, puisque dans certaines salles, c'est 12 €. Voire plus. 7 €, c'est un billet pas cher maintenant, mais c'est rare de trouver des billets à 7 €. Donc, globalement, c'est les CNC qui a produit ces chiffres. Mais ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est pas tant le prix du billet de cinéma, mais de voir l'inflation réelle depuis 1990, où on est passé d'un produit de 100 € qui coûte maintenant 158 €. C'est proprement scandaleux, c'est dingue, avec des salaires qui évidemment n'ont pas été augmentés de 58%. Donc autant vous dire qu'en termes de pouvoir d'achat, on a vraiment perdu beaucoup et on a pris cher, sans compter le prix du logement qui est maintenant une charge fixe quasiment devenue insupportable pour de nombreux ménages. Voilà. Donc oui, vous êtes nombreux à ne plus aller au cinéma et ça pleure évidemment. Regardez, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Elles sont interviewées par Libé. Alors j'ai plus leur nom. Attendez que je trouve leur nom. Voilà, c'est là. Il s'agit de Juliette Lou-Lévy qui est productrice. On baigne dans un climat de démagogie hyper grave. Bah oui, quand Roselyne Bachelot dit que les films de Godard l'emmerdent, c'est du poujadisme, c'est lamentable. Mais les films de Godard peuvent être chiants, mais ils sont faits pour ça. Donc il ne faut pas les regarder si tu trouves ça chiant. Et puis Maud Wheeler, j'en ai perdu le sel de c'est pourquoi je fais ce métier, à savoir l'échange. Elle est actrice. Bon, si elle veut échanger, elle peut aussi aller travailler en tant qu'aide-soignante dans un EHPAD. Il y a pas mal d'échanges aussi qui se passent à ce niveau-là. Alors c'est sûr, il n'y a pas de caméra, c'est pas payé pareil, mais bon, globalement, ça permet aussi de retrouver un peu le goût de l'échange. C'est sûr, c'est pas le même métier, mais bon, il faut savoir si le secteur est en tension, on peut passer d'actrice à aide-soignante, par exemple. C'est pas un problème. C'est d'ailleurs, il y a maintenant des formations qui se font très bien. Ou prof. Prof, c'est très bien aussi. C'est un métier devant public, donc c'est pas mal aussi. Sinon, toujours dans l'IB, sur le cinéma français, alors là c'est vraiment, là on atteint un sommet. Soumettre au profit quelque chose qui est l'âme des gens, c'est une folie. Il parle bien sûr du cinéma qui devrait devenir profitable avec Netflix qui produit des bouses en chaîne, puisqu'il faut un cahier des charges quasiment pour être sûr qu'on est bien dans l'idéologie globale de Netflix. Alors oui, mais j'ai envie de dire, soumettre au profit quelque chose qui est la santé des gens, c'est une folie. Soumettre au profit quelque chose qui est l'éducation des gens, c'est une folie. Soumettre au profit quelque chose qui est le chauffage des gens, c'est une folie. Soumettre au profit, globalement, des choses qui font partie des besoins de base, c'est une folie. Le cinéma, c'est pas un besoin de base. Alors, c'est nécessaire l'imaginaire, mais il y a les livres, il y a plein de choses pour cultiver l'imaginaire. C'est vrai que le cinéma coûte cher et il n'y a plus les moyens de faire des films comme avant. Alors, ils se disent, c'est vrai, avant on avait des budgets, maintenant on a difficilement des budgets à 1 million d'euros pour boucler des trucs sur 25 jours de tournage, c'est un peu compliqué. Mais voilà, soumettre au profit, c'est ça qui est une folie. Peu importe si c'est le cinéma ou la santé. Mais c'est sûr que ça pervertit totalement la façon de faire, et notamment la création artistique. Elle ne peut pas être soumise au profit, ça c'est évident. Voilà, c'était la parenthèse sur le cinéma français.
Ah, Laurent Boutonnat. Oui, attendez, avant de passer à... Eh oui, encore un gros pointeur qui est à la tête du CNC. Alors, il est mis en examen, évidemment. Il a toute la confiance, j'imagine, de l'exécutif, mais ça la fout mal. Hein. Il aurait quand même agressé sexuellement son beau-fils, je crois. Donc, bon, mais tout va bien. Il est à la tête du CNC, tout va bien. Voilà. Soumettre au profit les gens. Bah, la vie, ça s'appelle la financiarisation du monde. C'est les cabinets de conseil qui poussent ça. C'est quelque chose qui se passe très bien. C'est sans danger. Ça permet de gagner de l'argent quand on a déjà de l'argent. Et puis en 1982, c'est dans l'IB, quand le RN disait merci tonton Mitterrand, qui a tout fait pour que Jean-Marie Le Pen soit tête de gondole pour foutre en l'air le RPR et la droite. Jean-Marie Le Pen, regardez, apporte une lettre à l'Élysée puisque le sommet de son parti, qui avait 10 ans, n'avait pas été couvert par la presse. Il était blacklisté à l'époque, déjà diabolisé, et surprise. Il est reçu par Guy Pen, un collaborateur proche du président. Alors que Valéry Giscard d'Estaing n'avait jamais répondu à pareille demande annuelle, le patron du FN, François Mitterrand, lui répond. Il est regrettable que le congrès d'un parti soit ignoré par la radio-télévision. D'ores et déjà, je demande à monsieur le ministre de la Communication d'appeler l'attention des responsables des sociétés de radio-télévision sur le manquement dont vous m'avez saisi. Et puisque Jean-Marie Le Pen se plaignait de ne pas être invité des médias. Et là, le président lui dit, c'est vrai, c'est pas normal. Et donc, il demande au ministre de la Communication d'appeler le patron de TF1, qui était une chaîne publique à l'époque. Et oui, TF1 était une chaîne publique. Et il y avait donc une courroie directe de transmission disant, bon, non, on a ordre du patron que t'invites Jean-Marie. Ah, et oui. Et donc, les chaînes publiques n'étaient pas indépendantes, pas plus qu'aujourd'hui, enfin un peu moins même, on va dire. Et Georges Filiou, le ministre de la Communication, appelle donc le PDG de la première chaîne, Jacques Boutet, qui répercute l'injonction au chef de la rédaction, Jean-Pierre Guérin, lequel, furieux et résigné, transmet l'ordre à Annick Beauchamp et Alain Chailloux, commentateur et co-présentateur de la tranche 23 heures d'information. Et ils invitent Jean-Marie Le Pen, qui se révèle être un animal médiatique. Il fait de l'audience et à partir de là, sa carrière est lancée. Il peut dire merci tonton. Sans cette petite pousse initiale pour le mettre sur le chemin de la célébrité médiatique, il n'y aurait peut-être pas eu les succès ensuite du Rassemblement national et ailleurs. Merci tonton. K2-18b, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le nom de l'exoplanète vers laquelle le collectif Stia Beyond s'apprête à envoyer ses plus belles musiques. Une exoplanète. Peut-être une forme de vie là-bas. Peut-être aussi con que nous, on ne sait pas. C'est ça qui est bien dans les exoplanètes, c'est pile ou face. Alors attendez, je cherche où est l'exoplanète. Où est l'exoplanète ? Voilà. Alors c'est un projet participatif, c'est assez étonnant, qui a vu le jour en Ouzbékistan. Une sélection musicale a été préparée pour être transformée sous forme de code binaire, comme dans un ordinateur, pas quantique, afin de pouvoir être envoyée dans l'espace via une station de radio satellite à destination de K2-18b. Cette exoplanète est son étoile, située à 124 années-lumière de la Terre. C'est-à-dire qu'il faudrait 124 ans pour que le message arrive sur place. Je crois que c'est plus une année-lumière, c'est pas un an. Enfin bref. Bon. Et que donc, même si une intelligence extraterrestre parvenait à comprendre et à répondre, eh bien, il faudrait 248 ans. D'ici là, si l'humanité a survécu, je ne sais pas quelle serait la réponse des extraterrestres. Et surtout, je me demande, qu'est-ce que c'est en fait que cette sélection musicale ? Est-ce qu'on peut y avoir accès ? Alors j'imagine qu'il y a un site internet et on peut voir ce qu'il y a dedans, mais qu'est-ce que vous metteriez dans cette sélection musicale à envoyer aux extraterrestres ? Moi, je mettrais Joule, hein, l'OVNI, forcément. Puisque voilà, c'est représentatif de ce qu'on écoute maintenant. Je mettrais du Mozart, je mettrais peut-être un petit Patrick Sébastien comme ça pour déconner, les serviettes ou les sardines. Zwinkel, vieux macroniste évidemment. Les Beatles, du Purcell. Je sais, et vous, qu'est-ce que vous mettez, dites-moi, qu'est-ce que vous mettiez dans la sélection pour les extra? Du Rammstein, Queen, Carla Bruni pour prévenir. Ne venez pas, un petit Wagner, ben oui. Poésie Zéro, Tonton David, Rammstein qui revient, Slipknot, Oasis, ben oui. Refused, Stupéfleet, Goldman, Annie Cordy aussi, Swinkles, Marillion, Pink Floyd, une musique de Chalpey, NTM, Aya Nakamura, oui, Bach, Schubert, Vintage Caravan, IAM, Ray Charles, Booba, Elmer Footbeat, Patrick Sébastien, on l'a dit, les Beatles, ouais,
Qu'est-ce que c'est les machines à paillettes Oh là là. Ah, il y a des gros postes. Les Pixies, ACDC. Ah, vous allez trop vite. Johnny, Louride. Louride, oui. Chaka Ponk, Vincent Lagaffe. Putain, la Zoubida. Lynn Renault, Ultra Vomit. Coltrane, la Schtroumpf Party. Ramones, Sonic Youth, bien. Guns N' Roses, oui. System of a Down, Hendrix. Herbert Léonard. Ah ouais. Tintin, 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 tintin. Francky Vincent, Odelaf, Bob Marley, Jimi Hendrix, on l'a dit, Miles Davis, Janis Joplin, Black Sabbath, Motorhead aussi, non? Bachung, David Bowie, évidemment, bien sûr. Le Requiem de Mozart, bien sûr. Nirvana, Jamiroquai, Louis Chédid, Rage Against the... Vous avez des goûts assez divers et variés, et c'est ça qui est bien. Jean-Luc Didier Super aussi, on pourrait le mettre. Judas Priest, Souchon.